Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h10 et notre invité exceptionnel ce matin, c'est Margrethe Vestager, vice-présidente de la Commission européenne, candidate à la présidence de la Banque européenne d'investissement. Merci beaucoup d'être sur ce plateau pour votre campagne. Est-ce que la France, c'est l'étape la plus compliquée de votre campagne pour prendre la présidence de la BEI ? Non, je ne pense pas. Tout d'abord, bonjour et merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. C'est une campagne qui est difficile. Il faut aller voir beaucoup d'États membres et il faut que les plus petits et les plus grands vous accompagnent et beaucoup de capital également. Bien évidemment, la France est un État membre très important. La France concentre beaucoup de capital au sein de la banque et est l'un des plus grands bénéficiaires des fonds de la Banque d'investissement et veut aussi faire de cette banque une banque pour le climat. On s'est rendu à Paris, on a fait nos promesses climatiques et c'est la banque qui essaye de faire une réalité. Justement, cette Banque européenne d'investissement, 70 milliards d'euros de subventions par an qui subventionnent donc l'industrie, l'économie européenne. Vous venez de passer 10 ans à lutter à la concurrence plutôt avec une dimension libérale. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à vouloir briguer ce poste qui n'est pas par définition libérale, mais qui est plutôt une aide au développement économique ? Peu importe où on se trouve sur le spectre politique, il faut de l'investissement pour accomplir ses rêves stratégiques. En Europe, il y a un vrai besoin d'investissement aujourd'hui et il serait impossible de trouver ces fonds dans les sources publiques. Il faut la banque d'investissement, il faut l'investissement, il faut la preuve, le gage de qualité de la banque d'investissement européenne pour capter les investissements privés. Le capital de la Banque européenne, c'est un capital qui est patient pour des besoins urgents. On a besoin d'investissements pour accélérer nos investissements, notre développement et pour prendre plus de risques également, car il y a des activités en Europe pour lesquelles on n'arrive pas à trouver des fonds européens pour les surdimensionner et pour les industrialiser. Par contre, ils ont accès aux fonds de l'Arabie Saoudite ou aux fonds américains, mais ils devraient avoir accès à l'argent européen pour rester en Europe, évidemment. Et ce manque peut être comblé par nous. Margrethe Vestager, on vous a changé, vous avez changé, parce que pendant 10 ans, vous avez expliqué que ce qui était important, c'était le consommateur, et qu'il fallait tout faire pour que les prix soient les plus bas, accepter des importations de produits à bas coût parce qu'elles étaient utiles pour la baisse des prix, empêcher des fusions en Europe, on se souvient de Alstom-Siemens, parce que ça allait contribuer à renchérir les prix pour le consommateur, et là, tout d'un coup, vous nous dites... Non, mais finalement, il n'y a pas suffisamment d'argent privé. Il faut des fonds européens. Vous avez initié cette campagne, cette enquête anti-dumping pour les produits chinois. C'est une nouvelle, Margrethe Vestager, qu'on a devant nous. Eh bien, j'ai gagné en âge aussi et en expérience pendant ces 10 années. Le plus important pour moi, en fin de compte, c'est qu'on n'entrave pas le pouvoir de la concurrence alors qu'on était en train d'essayer de comprendre les axes d'investissement stratégiques. Si on pense que l'État peut tout faire, alors on se retrouve uniquement avec ce que les politiques peuvent faire. Il n'y a plus alors assez de place pour le secteur privé qui peut devenir moteur d'innovation, de concurrence, le marché unique et le marché mondial. C'est la magie de cette concurrence, cette combinaison en fin de compte des différents facteurs qui va nous permettre de lutter contre le changement climatique, d'atteindre les objectifs européens, notamment géopolitiques, étant donné la nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons. Les forces de la compétition qui existe entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, avec des nouveaux arrivants sur le marché également, tels que l'Amérique du Sud et les États africains, ces enjeux vont avoir besoin de plus. Ce qui veut dire que c'est pas forcément vous qui avez changé, c'est l'Europe qui s'est réveillée et qui en a fini avec la naïveté. L'enquête anti-dumping qui a été annoncée la semaine dernière marque un peu cette rupture. L'Europe libérale, c'est terminé. Je ne pense pas. Je pense que c'est simplement l'Europe qui devient plus téméraire. On dit que vous êtes bien les bienvenus pour venir
faire affaire en Europe. Par contre, si vous avez des subventions dans la poche, il faut les déclarer. On peut voir les avantages pour le marché européen ou alors on peut y voir un effet qui va nous miner. Donc nous allons avoir les outils pour lutter contre les subventions dans les appels d'offres publics pour les choses produites en Europe notamment. Et nous allons pouvoir être beaucoup plus pragmatiques et stricts si les choses sont importées en Europe alors que ces choses-là reçoivent des aides d'autres États. Et là, ce n'est pas juste pour l'activité européenne. On le disait, cette étape française est peut-être une des plus difficiles pour vous. Est-ce que vous avez réglé tous les contentieux, notamment avec Emmanuel Macron? Je crois que la France vous en veut toujours d'avoir empêché la fusion Alstom-Siemens. La France vous en veut d'avoir proposé Fiona Scott-Morton, l'américaine, comme chef économiste à la concurrence. Proposition qui a été depuis récusée. Sur le nucléaire, on s'interroge, la France s'interroge. Est-ce que vous allez, si vous êtes patronne de la BEI, financer les nouveaux EPR français? En fin de compte, mon avis personnel est tout à fait pragmatique. Au Danemark, quand on allume une lumière, très souvent, c'est de l'énergie nucléaire de la Suède qui va allumer l'ampoule dans votre salon ou dans votre bureau. Pendant 9 ans, je sers les traités européens. Chaque pays a le droit de choisir son mix énergétique de manière souveraine. Au sein de la Banque européenne, il y a les mêmes désaccords que l'on trouve au sein du Conseil européen concernant le financement du nucléaire. Donc, si on souhaite aller dans ce sens, il faut trouver un nouvel équilibre. Aujourd'hui, il y a des enjeux de rénovation, de sécurité, de gestion des déchets nucléaires, notamment. Et si vous souhaitez aller vers un nouveau nucléaire, alors il faut parler de cet avenir. Il faut décider de l'allure que ça va prendre, des approches à prendre, tout en prenant en compte les évolutions technologiques pour cette nouvelle génération et pour les petites centrales. Je pense qu'il est important d'avoir ce processus plutôt que de faire des promesses qu'on ne pourra peut-être pas remplir au final. En effet, quand on parle d'une grande banque d'investissement telle que la Banque européenne d'investissement, il y a tout de même des limites et des priorités qui s'appliquent. Il faut que cette discussion ait lieu plutôt que de faire des promesses dans le vent. Vous parlez du pragmatisme danois face au nucléaire. Est-ce que justement le fait d'être une candidate d'origine danoise, qui n'est pas un pays qui est dans la zone euro, qui n'a pas le nucléaire, vous l'avez dit, est-ce que c'est un handicap par rapport, par exemple, à l'autre candidate espagnole ? Ça, on ne me l'a jamais reproché. Le fait que le Danemark ne soit pas un pays de la zone euro. Évidemment, si je briguais un poste à la Banque centrale européenne, là, ce serait plus un problème. Mais concernant la banque d'investissement, dans ce cas, je pense que quand on vient d'un petit pays qui a les coudées franches pour manœuvrer, tout en ayant la capacité de travailler à l'échelle européenne, tel que je l'ai fait pendant 9 ans, je pense que ça me donne un bon équilibre, un juste équilibre même. J'ai pu avoir la main dans toutes les stratégies qu'on a élaborées et donc ce serait un honneur pour moi de pouvoir financer les stratégies que j'ai participé à élaborer pendant ces années. C'est intéressant de vous entendre pragmatiquement évoluer effectivement sur la position, sur la concurrence que vous continuez à défendre, mais sur peut-être un nécessaire pragmatisme européen qui n'a pas toujours été le cas. Si on prend un exemple, par exemple le marché des télécoms en Europe qui est en plein bouleversement, vous êtes cette enquête entre la fusion Orange-MásMóvil en Espagne. J'ai vu que vous regardiez ce que proposaient les deux groupes comme aménagement de leur fusion. Ça veut dire que des fusions dans les télécoms qui auraient été impossibles il y a 2 ans seront peut-être possibles désormais? Well, that always depends on the specific situation. Eh bien, ça va toujours dépendre de la situation. Le marché des télécoms en Europe est très particulier par rapport au marché du reste du monde, car les opérateurs télécoms sont très nationaux. Il y a une culture, il y a des habitudes, il y a des manières de faire, et il y a une infrastructure nationale. Parfois, des pays sont passés à la fibre, d'autres sont restés sur le câble, donc il n'y a pas vraiment de réponse unique. Je pense que nous devrions aller plus loin vers un vrai marché européen, notamment concernant les télécommunications.
obligations. Cela permettrait à plus d'entreprises de commencer à capter les gains en efficience. C'est eux qui détiennent les clés, car il faut faire plus de mise sur le marché de longueur d'onde et d'éléments du spectre. Aujourd'hui, les clients européens jouissent de prix très bas pour les telcos, de bons niveaux de services, avec des services de bonne qualité en termes de connectivité. Et je pense qu'il est très important de ne pas mettre ça en danger. Vous suivez encore évidemment les dossiers. Vous êtes en congé sans solde de la Commission européenne pour briguer ce mandat. Est-ce que si vous ne gagnez pas, vous retournez à la Commission? C'est un luxe quand même d'avoir ce double... It's, you know, I would wish that every job seeker could have the Moi, j'aimerais que ce soit le cas pour tous les demandeurs d'emploi, qu'on puisse être candidat pour un nouveau poste tout en étant toujours en poste et avoir cette possibilité de retourner à son poste si jamais ça ne marche pas. Donc, je me sens très privilégié en ce sens, évidemment. C'est également un processus d'apprentissage pour moi, vous savez. Comme on dit, il faut savoir comment la saucisse est faite quand on la mange. Et là, j'ai eu la possibilité de voir tous les processus au sein des différents États membres. Comment on parvient aux décisions au niveau européen. Et ça me donne... Mais vous reprendrez votre poste. Oui. Et vous pensez que présidente de la BEI, c'est plus intéressant que commissaire européenne à la concurrence? Je pense que c'est très différent, en tout cas. À l'heure actuelle, je mets en œuvre les lois du marché pour que ça fonctionne pour tous. Le rôle de présidente de la banque d'investissement serait de faire que les investissements fonctionnent pour tous. Mais le point de départ, ce qui me fait me lever le matin, ne change pas qu'une institution européenne soit au service du peuple européen. Justement, cette Europe au service du peuple européen, vous êtes une des personnalités européennes les plus connues dans le monde. On parle de la BEI, alors que franchement, c'est pas non plus l'institution la plus connue. L'Europe, elle est encore souvent illisible. Elle paraît faible. On a du mal à comprendre comment elle protège. Qu'est-ce qu'il faut faire à nouveau pour essayer de faire comprendre le rôle de cette Europe? Well, I think it's a bit vain if you want people to understand. Je pense que c'est un peu égocentrique d'essayer de faire tout comprendre à tout le monde. Les gens, ils ont d'autres choses à faire, ils doivent aller au travail, il faut qu'ils fassent des courses, il faut qu'ils emmènent leurs enfants à l'école. Par contre, ce qu'une institution européenne peut faire, c'est montrer les réussites, montrer que les choses qui auraient été un problème ne l'ont pas été, qu'on est en train de gagner du terrain sur le changement climatique, qu'on arrive à avancer sur l'énergie, qu'on arrive à faire baisser les prix. On l'a vu, on a vu les factures qui augmentent et qui arrivent dans les boîtes aux lettres des ménages. On peut montrer les manières dont on arrive à protéger les enfants quand ils vont en ligne. On arrive à avoir des solutions. Par contre, demander à tout le monde de comprendre toutes les institutions européennes, je pense que c'est un peu injuste. En fait, c'est à nous qui travaillons dans la Commission, au Parlement, à la banque, de montrer que nous servons le peuple. Ça veut dire qu'il faut faire plus de politique avec l'Europe et moins de technique? Je pense qu'en fait, il faut être plus présent, avoir une touche un petit peu plus personnelle. J'adore travailler à la concurrence parce que si jamais vous n'aimez pas aller dans une boulangerie, vous allez à la boulangerie d'en face. Ils sont en concurrence et ils se font concurrence pour mieux vous servir. Donc la concurrence, c'est quelque chose de personnel. Je ne pense pas qu'on puisse claquer des doigts et tout régler. Je pense que la concurrence change en fonction des personnes. Alors on va prendre un exemple très concret, on va parler d'automobile, ça intéresse tout le monde et c'est le sujet très présent en ce moment dans l'industrie parce que l'industrie se transforme. On va bientôt devoir acheter des voitures électriques, 2035, c'est la règle européenne. Vous avez lancé une enquête anti-dumping sur les constructeurs chinois, on verra l'issue de cette enquête, mais ça risque d'augmenter les droits de douane et donc le prix des voitures. La France, elle, change son bonus écologique, elle va intégrer tous les CO2 émis pendant la fabrication du véhicule, ce qui risque là encore de fermer la porte aux véhicules chinois. Tout ça va conduire à une augmentation du prix des voitures pour les Européens. Ça ne vous fait pas plaisir ? Non, ça ne fait pas plaisir. Cependant, si les prix sont bas parce que la situation sur le marché est injuste, alors ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui paye. Ça veut dire qu'on n'arrive qu'à avoir des voitures peu chères étrangères parce que ce sont les gouvernements étrangers qui les financent. Si vous voulez être une activité qui ne reçoit pas d'aide de l'État... C'est un problème que les gouvernements étrangers financent nos voitures. Si à la limite, si le gouvernement chinois paye pour nos voitures, tant mieux pour le consommateur.
C'est pas bien pour les entreprises, pour vos entreprises. Et sur le long terme, il faut avoir des entreprises efficaces qui vont pouvoir servir les clients sur le long terme et pas de régler ça rapidement. On a bien sûr une difficulté avec l'inflation en France comme dans tous les autres pays européens. Heureusement, on a un gouvernement qui a des idées parfois étonnantes, celle de la vente à perte qui va être autorisée en France, c'est-à-dire que sur le carburant, vous allez pouvoir vendre moins cher que ce que vous avez acheté. Ça, c'est quand même anti-concurrence. Quand on prend la concurrence pure et parfaite telle qu'elle est définie, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Je ne connais pas les détails de cette mesure française et je suis parfaitement convaincu que les autorités françaises sont extrêmement compétentes et pourront regarder ça. Et s'ils trouvent un problème, je les connais, ils vont le dire. Mais quand même, peut-être pour comprendre, est-ce que c'est le rôle de la Commission ? Est-ce que vous êtes en retrait, donc c'est pas vous qui allez instruire ce dossier, mais est-ce que la Commission pourrait regarder si le gouvernement français a le droit, comme ça, tout d'un coup, de dire à des acteurs économiques, vous pouvez vendre à perte des produits ? Je ne pourrais pas vous dire là, sans m'être renseigné. Je ne sais pas si c'est quelque chose de national, en quel cas ce serait à l'autorité de la concurrence française de regarder ça. Nous avons des pouvoirs au niveau européen, mais nous utilisons évidemment toujours les relations qui existent entre les autorités nationales de la concurrence, respectivement. La Commission européenne est forte et les autorités françaises, d'ailleurs, donnent souvent le là pour la coopération entre collègues. S'il y a un problème, ils regarderont. Un dernier mot sur Thierry Breton, qui est le commissaire au marché intérieur, commissaire français, qui s'exprime souvent sur ce plateau, qui s'exprime sur beaucoup de sujets, parfois vos sujets aussi. Est-ce qu'il est parfois un peu encombrant ? Et je trouverais ça bizarre qu'on soit d'accord sur tout. Là, il n'y aurait plus de discussion, il n'y aurait plus d'échange, il n'y aurait plus de nouvelles solutions qui émergeraient. En fait, moi, j'aime beaucoup les désaccords, j'aime beaucoup le conflit. En fait, c'est le terreau fertile qui nous permet de changer, qui nous permet de trouver des solutions. Alors que si on est toujours d'accord sur tout, il n'y a personne pour être exigeant, il n'y a personne pour revenir vérifier derrière. J'aime bien nos discussions, et quand on parvient à un accord, on sait que cet accord sera fort, aura été travaillé, et là, on arrive à avancer. Pour moi, c'est l'intérêt. Est-ce que ça vaut aussi pour Emmanuel Macron ? On évoquait au début de cet entretien les désaccords que vous avez pu avoir avec lui. Il va être important dans le choix du président ou la présidente de la BEI. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous allez le rencontrer sur la base des désaccords passés pour trouver un accord futur ? Well, this is what they say, Chefsache. On appelle ça au danois Chefsache. Cela, c'est un plus haut niveau. C'est pour Mélanie, c'est pour Scholz. Mais Tokakis, c'est à eux de régler ça. C'est pour vraiment les preneurs de décision au plus haut niveau de régler ça et on verra quel sera leur choix. Je suis certaine qu'ils décideront. On a une dernière question pour vous qui va vous être posée par Dominique Carlac. Dominique Carlac, elle est entrepreneuse, elle était candidate pour la présidence du MEDEF, le patronat français. Et on l'écoute et vous répondez après. Comment on fait European First ? Je veux dire, il y a eu, à un moment donné, deux grands capitalismes d'État qui ont émergé, qui sont les États-Unis avec l'IRA et le capitalisme d'État avec les Chinois. Quand est-ce qu'on va se réveiller pour faire un capitalisme à l'européenne qui soit vertueux et durable ? En fait, il y a deux questions dans cette question. Est-ce qu'on doit passer à l'Europe First ou est-ce qu'on doit avoir le capitalisme durable ? Je pense qu'il faut que le capitalisme soit durable et il faut l'avoir. Et là, ça va demander un effort considérable. Mais on n'a pas le choix. Si on n'a pas un capitalisme qui est durable, alors ces intempéries économiques vont continuer. Et le coût de ces intempéries va devenir beaucoup plus cher pour nous, notamment par le changement climatique. Il faut que ça fasse partie du capitalisme durable, sinon on va tout perdre. Mais vous n'aimez pas le mot European First. Le modèle économique européen tel qu'il est, c'est d'être ouvert au monde. C'est que les activités européennes puissent travailler dans le monde entier, qu'ils ont des filiales, qu'ils ont des sous-traitants dans le monde entier. C'est pour ça que moi, je suis en faveur d'une ouverture stratégique souveraine. Ce qui nous a amené à notre position actuelle, c'est d'être une puissance mondiale.
is that Et la we prochaine accelerate, étape that sera we believe in d'accélérer, ourselves, sera de not croire that we en close nous ourselves et pas in. de nous But refermer au it can monde. be done much fairer, Par contre, on peut le faire de manière beaucoup plus Chinese équitable, cars and puisqu'on our parlait des investigations as well. voitures chinoises. Merci beaucoup Margrethe Vestager d'avoir été... Merci. Micro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quand est-ce que c'est les résultats? Quand est-ce qu'on sait qui a gagné la tête de la BEI? Well, that is open, hopefully, C'est une question qui est within encore next ouverte. month. Ah. Je l'espère dans le mois à venir. Prise de poste en janvier. Ouais. Non, Ok. non, on espère. Ouais. Écoutez, bonne campagne et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et merci beaucoup. Et bonne journée à tout le monde.